Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo sensiblement différente des vidéos habituelles puisqu'on va faire une vidéo de cours et ce sur quelque chose de totalement différent de ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire sur une approche mathématique de la finance et du forex hein, même globalement ou de tout produit. Nous allons voir aujourd'hui donc une méthode de trading. En fait on va pas la voir aujourd'hui mais on va commencer le cours qui va nous amener jusqu'à cette méthode qui est la méthode du mean reverting, approche par cointégration, c'est-à-dire que c'est une stratégie de retour à la moyenne, et approche, donc l'approche pour cela, ça va être l'approche par cointégration. Il y a une autre approche qui s'appelle celle de la méthode de Ornstein-Uhlenbeck, je crois, qui est un petit peu plus compliquée parce que ça part en mouvement brownien, enfin c'est pas forcément évident, alors que la cointégration est un petit peu plus simple, et je me suis un peu plus à l'aise dessus. Alors le chapitre 1 s'intitulera Introduction aux séries temporelles. Ben, on va tout simplement commencer par faire un cours de séries temporelles, introduire les concepts clés. On va pas rentrer dans partout, on va pas tout faire, on va aller pour tout ce qui va nous servir pour comprendre la co-intégration. Alors, avant de commencer, je préfère dire, pour les gens qui n'ont jamais fait de mathématiques, que je vais pas dire que c'est assez violent, mais un petit peu quand même. Pour suivre, je pense que le minimum, c'est d'avoir fait première S ou terminale ES option maths. Je pense que, enfin, je vais pas dire que c'est le minimum, mais pour moi, c'est là qu'on commence à acquérir les notions qui peuvent être importantes. Enfin, on commence à voir les choses un petit peu. Sans ça, ça va pas être évident, je vous assure. Néanmoins, bon, ceux qui sont autodidactes, et je comprends qu'il y en ait, pourront s'y retrouver. Après, pour ceux qui ont fait des maths dans le supérieur, je pense que ça ira. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions après la vidéo si vous avez des questions notamment sur le fond ou sur la forme. À la fin, je mettrai des exercices et une vidéo de correction ensuite. Des exercices à la fois pratiques et un peu théoriques. Enfin, un peu, même assez, mais bon, ce sera de la petite démonstration. Hein. Euh, et donc, on va commencer tout de suite. Donc, on va voir ce qu'est une série temporelle. Donc, le PIB trimestriel réel en France, par exemple, c'est une série temporelle. L'euro-dollar est une série temporelle, puisque c'est une série, ce sont des valeurs qui évoluent au cours du temps. Donc, on peut voir ici x0, donc t c'est le temps, xt, en x0 ça vaut à peu près 400, en x1 ça vaut à peu près 405, et ainsi de suite. Et ce qu'on va faire sur ces séries temporelles, c'est essayer de trouver des processus pour les modéliser, qui nous permettront de trouver, disons, d'avoir de la prédiction, et même d'autres notions comme la cointégration par exemple. Alors, pour commencer, donc, on va introduire ce qu'est un processus stochastique. Donc, contrairement... Alors, je préfère prévenir les puristes en mathématiques, je ne vais pas rentrer dans un cours de proba sur des chaînes de Markov ou des choses compliquées comme ça, ou même avec des définitions compliquées. Je vais essayer de rester assez vague pour qu'un plus grand nombre puisse comprendre. Donc, un processus stochastique, c'est un processus évoluant dans le temps disposant d'une composante aléatoire. Ici, stochastique, contrairement à ce que vous pensez, puisque vous utilisez très certainement depuis souvent l'indicateur appelé le stochastique, ici c'est un adjectif qui sert à dire aléatoire, c'est-à-dire que c'est un processus aléatoire. C'est quelque chose qui évolue dans le temps et de manière aléatoire, avec une certaine quantité d'aléatoire. Disons, il peut y avoir une partie déterministe, il peut y avoir que de l'aléatoire, ça dépend des processus. On va mettre un exemple ici, un processus autorégressé sur lui-même, qui est celui de la marche aléatoire, donc xt est égal à xt-1 plus epsilon t. Xt donc c'est les valeurs de la série, xt-1 c'est la valeur d'avant, et epsilon t est un bruit blanc IID. IID veut dire indépendant et identiquement distribué. Un bruit blanc, donc c'est là qu'on va chercher, c'est une variable aléatoire. C'est-à-dire que c'est un processus aléatoire, le bruit blanc, et chaque epsilon, disons epsilon i, donc epsilon 0, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, sont indépendants, donc ce sont des variables aléatoires, chacune, d'espérance nulle et de variance constante. Ça veut dire que le processus d'un bruit blanc, c'est quelque chose qui est à plat, d'accord, ça ne monte pas, ça ne descend pas, c'est centré autour de la moyenne qui est nécessairement 0 dans le cas d'un bruit blanc. Vous voyez ici, c'est autour de 0, là j'ai mis un petit exemple. Et
la variance est constante. Ça veut dire que les écarts, globalement, ça part pas dans tous les sens. Ça se disperse pas trop, ça reste dans une dispersion relativement plate, même toute plate, tout simplement. Mais en moyenne, vous voyez, les pics ici sont un petit peu différents à certains points, mais la variance en moyenne est constante. Voilà. Et je préfère préciser tout de suite, l'espérance, c'est la moyenne espérée, tout de suite, pour dire que c'est pas la moyenne empirique ici, c'est si on dit que l'espérance d'un bruit blanc c'est nul, ça veut dire que ça restera toujours autour de 0. C'est pas une constatation maintenant, c'est une constatation pour toujours. Euh, donc les processus stationnaires, maintenant on va mettre en évidence la stationnarité, qui est le concept, je dirais, fondamental des séries temporelles. Bon, il y a peut-être d'autres trucs, hein, bien sûr, mais c'est quand même un truc de base vraiment très très important, dont on va avoir énormément besoin ici, et surtout pour la fin des cours qu'on va faire dans ces vidéos. Les conditions de stationnarité, c'est que l'espérance du processus n'est pas nulle, mais elle est constante. Mu est une constante ici. Donc, contrairement au bruit blanc, c'est une constante qui n'est pas nulle. Mais c'est quand même quelque chose de constant, ce qui veut dire que pour ça, le bruit blanc satisfait cette condition de stationnarité. Euh, la variance, elle est constante aussi, tout comme le bruit blanc, et la covariance, disons l'autocorrélation des variables, alors je sais que ça va commencer à rentrer un petit peu compliqué, n'est qu'une fonction de k. Alors je vais pas rentrer là-dedans parce qu'on va pas s'en servir aujourd'hui, on y reviendra plus tard. Je veux pas trop effrayer tout le monde tout de suite, bon c'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué, mais on va rester plutôt dans des domaines un petit peu plus simples. Donc la variance, l'espérance. Le bruit blanc a une autocorrélation nulle. Je ne l'ai pas marqué ici, mais c'est une des propriétés, l'autocorrélation est nulle, parce qu'ils sont indépendants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation entre un point et un autre, tout simplement parce qu'elles n'ont absolument aucun rapport les unes avec les autres, si ce n'est de suivre la même loi normale. Physiquement, une série stationnaire, processus stationnaire, c'est la même chose qu'un bruit blanc, seulement, il peut y avoir une autocorrélation, mais ça on verra plus tard. Et la moyenne peut être décalée. C'est-à-dire qu'on peut avoir la même chose ici, mais pas en 0. On peut l'avoir, le bruit blanc est un cas particulier. On peut l'avoir en 2. Par exemple, il peut se disperser autour de 2. Mais sinon, pour la variance, c'est la même chose. Alors, je bois un petit peu parce que franchement, je commence déjà à avoir mal à la gorge. Alors, on a deux types de processus qui ne sont non stationnaires. Parce que, évidemment, les processus stationnaires sur l'euro-dollar, vous n'allez pas en voir beaucoup. Les séries stationnaires, c'est rare en fait. On a souvent des processus qui ne le sont pas, mais qu'on peut stationnariser. On a les processus à tendance déterministe de type TS et les processus à tendance stochastique de type DS. Donc ici, tendance stochastique, c'est une tendance qui est aléatoire, tout simplement. Vous ne pouvez pas dire il y a une tendance, mais elle est aléatoire. Donc là, vous voyez, ça ressemble pas mal à des cours à du forex ou n'importe quoi d'autre. Alors, donc c'est quelque chose qu'on représente très souvent. Ici, c'est une marche aléatoire sans dérive hein, que j'ai représentée ici. Et une tendance déterministe. Alors, je précise les tendances, les processus DS, c'est ce qu'on sert. On se sert surtout de ça en finance, hein, bien sûr, puisque ça modélise assez bien. Et la tendance déterministe, eh bien, c'est une tendance qui évolue au cours du temps et qui n'est pas régressée sur elle-même. Donc là, c'est vraiment enfin, il peut y avoir dans la modélisation, dans l'estimation, on peut avoir de l'autorégression dessus, mais c'est une tendance qui dépend quasi exclusivement du temps, vous voyez ici. Euh, et la variance, ici, on remarque, elle est constante, ça se voit visuellement. Vous voyez, le processus TS, c'est un peu comme un processus stationnaire, c'est un peu l'idée, mais qui monte en fait. Alors que le processus stationnaire, normalement, il reste à plat. Là, un processus TS, ça peut monter ou descendre. C'est là l'idée, puisque ça dépend du temps. On va faire ça de manière plus formelle dans pas longtemps. Maintenant d'ailleurs. Alors, un processus TS, sa structure générale, c'est xt égale alpha plus bêta t plus epsilon t, où epsilon t est toujours un bruit blanc ID. C'est pas nécessairement ça, c'est un processus TS d'ordre 1. Puisque c'est une composante, normalement alpha plus bêta t c'est la composante polynomiale, mais ça peut être tout aussi bien alpha plus bêta t plus gamma t carré. Ça peut être autant, c'est une composante polynomiale, donc ça peut être, c'est forcément une fonction du temps, juste ça. Que dire d'autre après? Donc la stationnarité, est-ce que ce processus est stationnaire? Donc on va tester les hypothèses ici, donc epsilon, espérance constante, variance
constante, autocorrélation qui ne dépend que de k. Alors l'espérance, alors bien sûr, vous avez vu que ici, ça se voit, le processus n'est pas stationnaire visuellement, ça se voit. Maintenant, pour le démontrer mathématiquement, on calcule son espérance, donc l'espérance de ce processus. On fait la somme des espérances ici. L'espérance de alpha, bien entendu, c'est alpha, puisque la moyenne attendue sur alpha, sur une constante, c'est elle-même. C'est-à-dire qu'elle n'évolue pas, donc il n'y a pas d'aléatoire. Donc c'est quelque chose, c'est déterministe. Donc à partir de là, on peut rien faire, c'est E de alpha est égal à alpha. Et pareil pour bêta t, puisque c'est déterministe, en x5, ça sera bêta fois 5. Donc ça peut être considéré un petit peu de la même façon, c'est déterministe, c'est plus ou moins d'une certaine manière, entre guillemets, je pourrais dire, euh, constant, enfin c'est pas constant, mais c'est déterministe. Voilà, j'aimerais bien vous donner une définition plus claire du déterminisme, mais disons que ça se traite comme la constante. Donc E de alpha c'est égal à alpha, E de bêta fois t c'est égal à bêta fois t, mais l'espérance du bruit blanc ici, elle est égale à 0, parce qu'on l'a montré tout à l'heure, un bruit blanc est d'espérance 0. Donc, c'est-à-dire que globalement on calcule des espérances surtout, là où il va y avoir des choses, disons, intéressantes, c'est sur ce qui est aléatoire. Le bruit blanc est aléatoire, donc là on a quelque chose à dire. Pour tout ce qui est déterministe, on reporte directement. Donc l'espérance de xt c'est alpha plus bêta fois t. Alors je suis désolé si je suis pas bon en pédagogie parce que franchement moi j'arrive pas bien à expliquer les choses, enfin je suis désolé pour ça, j'essaye quand même de le faire, mais je suis pas terrible pour expliquer ça. Je vous conseille de vous rapporter à des sites pour les propriétés de l'espérance et tout ça, pour savoir si on a le droit de les multiplier, enfin si si la somme d'espérance c'est l'espérance des sommes, tout ça. Vous tapez propriété espérance sur Google et propriété variance, vous les trouverez. Alors, la conclusion ici, c'est que l'espérance, elle dépend du temps. Elle n'est pas constante dans le temps. Donc, c'est un processus non stationnaire. On va pas la variance, par contre, elle, a priori, est constante. A priori, je ne me rappelle plus, mais normalement, oui, je crois pour un TS, il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas. Et que dire de plus? Et bien voilà, donc on va pas avancer plus loin puisqu'on a démontré qu'elle était que le processus TS était non stationnaire. Maintenant, on va passer au processus DS qui est un petit peu plus compliqué. Alors là, évidemment, on va commencer à partir dans des sommes. Le processus TS, ici on a pris l'exemple d'une marche aléatoire comme tout à l'heure. On va la développer par récurrence, cette série. Donc c'est-à-dire qu'ici on a xt égale xt-1 plus epsilon t. Vous voyez l'expression de xt, c'est xt-1 plus epsilon t. Et bien on va passer en xt-2. Donc on va remplacer xt-1 ici, comme si, imaginez que vous passiez le t-1 de l'autre côté, ça voudrait dire ici que xt-2 c'est égal à... Non, xt-1 c'est égal à xt-2 plus epsilon t-1. Donc vous remplacez xt-1 ici par xt-2 et on rajoute epsilon de t-1 et ainsi de suite. Donc je sais pas si vous voyez l'idée, moi comme je dis, je suis pas très bon pour expliquer les choses. Comment dire, en fait, il faudrait que sur un tableau, ça serait plus simple. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui font des trucs de maths sur les tableaux. C'est beaucoup plus facile parce que là, franchement, avec une souris, c'est pas facile d'expliquer les choses. Comment dire ça? Bon, je pense que c'est compréhensible quand même. C'est pas très compliqué ça. L'idée, voilà, c'est à chaque fois, vous prenez l'expression en t-1 et vous avancez jusqu'à t-k ici, et on va voir xt est égal à xt-k plus epsilon t-1 plus epsilon t-k. Et on peut écrire ça de manière plus généralisée sous la forme de xt-k plus la somme de i est égal à 0 jusqu'à k-1 des epsilon t-i. Donc là, vous voyez, si vous remplacez les valeurs de i dans cette somme, on va retrouver ça, puisque i est égal à 0, on va avoir epsilon t, i est égal à 1, on va avoir t-1, i est égal à 2, on va avoir epsilon t-2, i est égal à k-1, puisque c'est la dernière valeur qui va être prise, alors ça va faire epsilon de t moins k-1, donc epsilon de t moins k plus 1, ce qui veut dire qu'on va avoir t moins k, ah mince j'ai oublié, ah bon il y a une erreur, je tenais à le préciser, ici vous voyez le epsilon t moins k, ici c'est un t moins k plus 1, puisque vous voyez ça se voit ici,
même par récurrence on le remarque. Alors désolé pour l'erreur, il faudrait que je la change, mais alors la formule est horrible, j'ai pas envie de la recopier. Je pense que vous aurez compris. Epsilon t-k ici c'est epsilon t-k plus 1. Puisque vous voyez ici de toute manière par récurrence on a x t-3, t-3 donc t-k, et epsilon t-2, donc là c'est t-k plus 1. Désolé de l'erreur, hein, vraiment, mea culpa. Lorsqu'on prend donc en k est égal à t, c'est-à-dire jusqu'au bout, quand on va jusqu'au bout, quand on remonte, on fait ce raisonnement jusqu'à t, eh bien on va trouver donc epsilon x de t-t, donc x de 0, x0, et somme de i est égal à 0 jusqu'à t-1 de epsilon t-i, et ça donne x0 plus somme des epsilon i de i est égal à 1 jusqu'à t. Voilà, donc ça c'est l'expression développée du processus, qui est beaucoup plus simple à manier après pour l'espérance. Donc l'espérance à calculer ici, alors voilà, là ça devient un petit peu plus compliqué que tout à l'heure, mais c'est compréhensible. Donc l'espérance, comme on a dit tout à l'heure, x0, il est considéré comme certain. Hein. La première, ça c'est une propriété, on définit x0 comme certain, donc déterministe, donc constante. Donc on sort la constante, ici, et on calcule l'espérance de la somme des epsilon i. Donc x0, puisqu'on a dit tout à l'heure que l'espérance de la constante c'était la constante, plus l'espérance de la somme des epsilon i. On sait que les epsilon i sont identiquement distribués et indépendants, ce qui veut dire que la somme des espérances, c'est l'espérance de la somme. D'accord? Je suppose que vous comprenez, c'est-à-dire que je l'ai écrit, ah ben c'est écrit juste en bas, je pensais pas l'avoir écrit. Ça va être que x0, c'est l'espérance de epsilon 1, epsilon 2, l'espérance de epsilon 1, l'espérance de epsilon 2, jusqu'à epsilon t. Or, epsilon t, donc epsilon i plutôt, là j'aurais dû mettre i, c'est plus clair parce que là vous avez pensé que c'est le dernier, mais tous les epsilon sont des variables aléatoires, de moyenne nulle, donc l'espérance de chaque variable aléatoire, donc l'espérance de chaque epsilon est nulle, donc l'espérance de xt c'est x0, donc elle ne dépend pas du temps, donc ça marche pour l'espérance, la propriété de l'hypothèse pour la stationnarité au niveau de l'espérance est vérifiée. Donc je ne sais pas si vous avez bien compris l'histoire de somme de l'espérance, l'espérance de la somme c'est la somme des espérances, ça vaut que si les epsilon i sont indépendants, s'ils ne le sont pas, ça vaut pas. Mais là c'est un bruit blanc IID, donc à partir de là, indépendant et identiquement distribué, donc on peut sommer les espérances. Ensuite pour la variance, c'est pas pareil justement. La variance de x0, donc là on va faire la variance du même processus bien entendu, la variance d'une constante, de quelque chose de déterministe, c'est 0, parce qu'il n'y a pas de variance, puisqu'il n'y a pas d'aléa. Il ne peut pas y avoir de dispersion autour de la moyenne, enfin je veux dire, ça c'est logique. Donc la variance de x0 est égale à 0. Il nous reste la variance d'epsilon i. Donc une fois encore, pour la variance, la propriété est la même, la variance de variables la variance d'une somme, c'est la somme des variances lorsque les variables aléatoires sont indépendantes. On a dit elles sont indépendantes, donc c'est la somme des variances. D'autre part, on sait que la variance de epsilon i, comme on l'a montré tout à l'heure ici, là, elle est constante, c'est sigma carré. Donc on revient ici. Donc ça veut dire que c'est la somme, donc tous les epsilon, toutes les variances de epsilon i sont les mêmes, elles sont sigma carré. Ce qui veut dire que c'est sigma carré plus sigma carré plus sigma carré plus sigma carré t fois. Donc ça veut dire que c'est t fois sigma carré. Et là, ça dépend du temps. La variance dépend du temps, donc ça ne marche pas, donc le processus DS est non stationnaire. Mais un processus te stationnarise, notamment le processus DS. Le processus DS est assez simple à stationnariser, il faut le passer aux différences, c'est-à-dire on fait xt moins xt moins 1. On va le montrer, vous allez voir ici. On prend la marche aléatoire par exemple, alors il est possible de le faire plusieurs fois. La marche aléatoire, on divise, on soustrait à gauche et à droite par xt-1, vous voyez, donc de part et d'autre, vous voyez la marche aléatoire ici, on fait moins xt-1 de chaque côté, du coup, ça fait variation de x, parce que xt moins xt-1 c'est variation de x, c'est égal à epsilon t, puisque xt-1 moins xt-1, ça fait 0. Et là, epsilon t est un bruit blanc, donc il est stationnaire, donc la série chronologique définie par delta x,
et stationnaire. Donc là, on a stationnarisé un processus DS. Des fois, il faut le faire plusieurs fois pour que ça marche. Là, ici, non. Donc, comme je dis, plusieurs fois, il faut passer aux différences pour arriver à un processus stationnaire. Alors, si on voulait le passer une fois d'après, eh bien, on prend ce processus, delta x, et on recommence. Sur ce processus, on va refaire delta xt moins delta xt moins 1, et on continue. Donc, il faut le faire plusieurs fois, des fois. Et le nombre de fois qu'il faut faire, qu'il faut passer aux différences pour stationnariser, c'est l'ordre d'intégration qu'on verra après au niveau de la co-intégration. Je l'ai introduit ici pour vous donner une petite idée, qui se note IP. Donc intégration, c'est un processus intégré d'ordre P. Ici, la marche aléatoire est un processus DS intégré d'ordre 1, parce qu'il faut une fois la différencier pour la stationnariser. Maintenant, les processus TS, donc c'est un petit peu plus compliqué. Le processus TS, c'est une tendance à une tendance qui dépend du temps. C'est-à-dire que c'est pas autorégressif, c'est sur le temps. Enfin, c'est pas, ça n'a rien à voir, j'ai dit une erreur. C'est une tendance qui dépend du temps principalement. Alors, ce qu'on doit faire, c'est éliminer la tendance, tout simplement. Puisque c'est ça, on l'a vu ici, la tendance déterministe d'un processus TS. Le problème, c'est que la moyenne, elle est pas. La variance, elle est bonne, mais la moyenne, elle est pas bonne parce que la moyenne, elle tend vers l'infini avec le temps, moins l'infini si c'est inférieur. Donc elle est pas constante. Ici, la moyenne, l'espérance dépend du temps. Et l'idée, bah, c'est de faire qu'elle ne dépende plus du temps. Pour ça, ce qu'il faut faire, alors là c'est un petit peu plus compliqué, mais on reviendra dans l'exercice, dans la correction tout du moins, mais si vous connaissez, vous pouvez le faire. On va estimer, si vous voulez, par les moindres carrés ordinaires. Alors je ferai peut-être une vidéo là-dessus parce que c'est peut-être pas forcément intuitif pour vous. On va faire une régression linéaire sur les xt en fonction du temps et d'un coefficient qui est une constante. Donc l'idée, ce qu'on va prendre, on prend les xt, donc du processus TS qu'on a, et on va estimer les paramètres alpha t, alpha chapeau et bêta chapeau. Comment on les estime? On estime d'abord bêta chapeau, c'est la covariance de xy. Donc vous tapez sur Google covariance, vous trouvez la formule, c'est 1 sur n, somme de xi moins x bar, fois yi moins y bar. Et la variance de x, elle, c'est 1 sur n, somme de xi moins x bar, le tout au carré. Donc ça, vous faites ça. X, bien entendu, c'est... ah oui, oh là là, j'aurais pas dû l'écrire comme ça. Y, dans ce cas-là, Y, c'est xt, c'est notre variable ici, notre processus, et X, c'est le temps, d'accord? Donc quand vous faites votre régression, quand vous faites cela, mettons si vous êtes sous Excel, vous avez une colonne avec les xt, vous avez une colonne avec le temps, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voire plus même, autant qu'on en veut. Et ce que vous faites, donc vous calculez la covariance de ça et ça, donc de txt, et la variance de x, sur la variance de x. Et vous avez l'estimateur bêta chapeau. Et l'estimateur alpha chapeau, ah j'ai encore fait... Ah voilà, j'ai encore fait une erreur terrible, terrifiante. J'espère que vous l'écouterez, parce que je vais mettre le diaporama aussi derrière, donc si vous ne l'avez pas vu. Donc alpha chapeau, c'est pas xt moins bêta chapeau fois t, c'est xt bar, c'est la moyenne des xt moins bêta chapeau fois la moyenne des t. C'est-à-dire, disons, si vous avez t, comment dire, si vous avez t est égal à 10, vous faites 1 plus 2 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à 10 divisé par 10. Et xt c'est pareil, le nombre, la somme de tout sur le nombre sur t en fait, simplement. Bon, je suis désolé, j'ai pas envie de le refaire parce que je commence à avoir la voix qui commence à souffrir. Donc je le corrigerai sur le diaporama que je mettrai en ligne. Mais ici, n'oubliez pas que c'est une barre. La barre x bar, ça veut dire la moyenne. Donc c'est la moyenne. Donc c'est alpha chapeau, c'est égal à la moyenne des xt moins bêta chapeau fois la moyenne des t. Hein, c'est pas t, de toute façon on est obligé de le faire sur un chiffre fixe, on peut pas le faire sur une série. Ensuite on calcule les estimations des xt. Donc une fois qu'on a estimé ces bêta chapeaux, là vous voyez, ça, une fois qu'on a estimé ça, eh bien, on soustrait, on va calculer à partir de ça, à partir de alpha chapeau plus bêta chapeau fois t, on va calculer les xt estimés, et on va soustraire xt observé au xt estimé, et on va avoir une tendance stationnaire. Alors je vais mettre ça sous forme graphique. Alors pour un processus DS, donc là vous voyez un processus DS, que j'ai modélisé ici, c'est une marche aléatoire encore une fois.
quand on fait xt moins xt moins 1, ben vous voyez, c'est magique. Ça devient une stérie stationnaire de type bruit blanc. Donc c'est ce qu'on avait montré ici, vous voyez. Ça devient un bruit blanc. Voilà, c'est magique. Hein. Donc c'est autour de 0, la variance constante, vous le voyez ici, et la moyenne reste autour de 0, comme on l'a dit. Et le processus TS, donc là c'est un petit peu plus compliqué. Comme je l'ai dit, donc là, la courbe rouge, bah, c'est notre processus. Et la courbe bleue, ici, la droite, c'est les YT estimés. D'accord? Donc c'est à partir de là. Vous voyez, c'est xt égale alpha bêta, ça sera les xt chapeaux. C'est... Ah, par contre, j'ai mis YT, c'est xt. Et c'est les xt estimés par le modèle de régression. Mais je vous promets, je vous ferai une petite vidéo et de toute façon, vous tapez moindre carré ordinaire ou régression linéaire simple sur Google, vous tapez régression linéaire simple sur Google et vous comprendrez. Ensuite, donc, on soustrait chaque valeur de la série, donc c'est-à-dire on fait YT moins YT estimé, c'est-à-dire que par exemple, en ce point ici, on fait ça moins celui-là, ça moins celui-là, ça moins celui-là, et on a un bruit blanc encore une fois. Voilà, c'est joli. Et maintenant, on va passer aux exercices. Donc je corrigeais dans pas longtemps. Alors, je sais que là, l'histoire du TS et de la stationnarisation, je sais que c'est pas clair pour ceux qui ne connaissent pas. Mais dans la correction, vous verrez, je le clarifierai beaucoup plus simplement. Enfin, je le ferai de manière pratique. Alors, exercice pratique, donc l'exo 1, ça va être simuler sous Excel un processus DS de type comme celui-ci, donc xt égale xt-1 plus c plus ET, donc ET c'est le bruit blanc, j'aurais voulu écrire epsilon mais j'ai de la flemme de faire une formule sous un truc de maths. Donc ça s'appelle une marche aléatoire avec dérive puisqu'il y a une constante en plus. Alors c'est comme la marche aléatoire sans dérive, mais là il y a une constante en plus. Donc là il faut réfléchir un petit peu, comment est-ce qu'on modélise ça sous Excel. C'est à vous de faire. Alors une petite chose à dire, donc pour modéliser un aléa, donc pour modéliser un bruit blanc, vous faites aléa entre bornes et vous mettez moins 10, 10 par exemple, ou moins 1, 1. Et il va vous mettre des valeurs aléatoires entre ces deux bornes. Il faut que ça soit centré, c'est-à-dire que si vous faites entre bornes 0, 10, ça sera centré en 5. Et un bruit blanc, il ne faut pas oublier que c'est centré en 0, donc il faut mettre aléa entre bornes et moins 10, 10 ou moins 5, 5, comme on veut. Vous tapez aléa sur Excel dans la formule et il vous marquera la suite du truc. Ensuite, modéliser un processus TS. Alors là, j'ai ma voix qui commence à souffrir, j'ai du mal à parler longtemps. Un processus TS, donc xt égale a plus bêta b fois t carré plus et. Là, la différence du processus TS qu'on a modélisé tout à l'heure, c'est qu'on a une tendance quadratique, on a du carré, c'est-à-dire qu'on a b fois t carré. On n'a pas b fois t, on a b fois t carré. Donc c'est là la petite difficulté, la petite différence. Et troisième question, stationnariser les deux processus. Donc je ferai la correction bientôt. Je vous ferai peut-être en deux versions la correction, je ferai une correction pour l'exo pratique, parce que ça va aller vite, et l'exo théorique ça va être un petit peu plus long, parce qu'il faut que j'écrive toutes les formules. Vous voyez sous cette forme jolie là, c'est pas évident, enfin, c'est pas évident, surtout long et chiant. Donc ça sera peut-être en deux parties la correction. Donc exprimé sous forme développée, le processus xt est égal à phi, donc c'est un phi ça, fois xt-1 plus epsilon t. Donc là, la forme développée que je vous avais montré tout à l'heure, c'est ça. Voilà, c'est cette forme-là, vous voyez. Il faut essayer de se ramener à quelque chose en fonction de x0, plus une somme de plus des sommes en fait potentiellement. Non, c'est qu'une somme je pense, avec des epsilon. Enfin, vous voyez, l'idée c'est d'y aller récursivement, de faire ça de manière récursive, de reprendre. Je fais cet exercice pour vous faciliter à vous faire travailler à utiliser cette méthode pour trouver la forme développée. Je crois qu'elle a un nom cette forme, je me rappelle plus, quand on a fait les AR en cours, on avait trouvé un nom, elle a un nom de quelqu'un je crois, je me rappelle plus. Donc trouver la forme développée, alors là c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on va pas avoir à chaque fois qu'on va faire xt égale phi égale phi fois xt moins 1, quand on va remplacer à chaque fois, il va falloir se souvenir que évidemment on aura du xt-1 et du epsilon t-1, enfin xt-2, epsilon t-1, mais il y aura aussi le phi qui va se multiplier à chaque fois, ne l'oubliez pas. Et après, quand vous avez trouvé la forme développée, discutez de la stationnarité selon les valeurs de epsilon. Excusez-moi, de phi. Donc si phi est supérieur à 1, si phi est inférieur à 1, si phi est égal à 1. Bon, phi est égal à 1, on l'a déjà fait. Vous voyez, phi est égal à 1, c'est une marche aléatoire. Et après, essayez de voir quel type de processus c'est, comment il est, en fonction des valeurs de phi supérieures ou égales à 1. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est stationnaire ou pas? Trouvez des idées là-dessus.
Bon, je vous force pas à le faire, hein, moi je vous ferai une correction pour que vous voyez de manière pratique comment ça se passe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Je sais que c'est pas forcément évident pour ceux qui ne connaissent pas trop, qui n'ont jamais fait de maths, mais ça vaut le coup, franchement ça vaut le coup. On va continuer à faire des choses comme ça, et après vous verrez que si vous comprenez, c'est sympa après parce que on a plus le souci de la subjectivité de l'analyse technique, c'est-à-dire de se dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est du flan, est-ce que c'est pas juste, enfin on sait pas trop, alors que là c'est rigoureux, on n'a pas de souci. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, ben, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas avec les questions, posez-en. Posez plein de questions si vous pouvez, si vous le voulez. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, s'il y a des erreurs que j'ai fait, alors je vous ai précisé qu'il y avait une erreur ou deux dans le PowerPoint, alors j'avais oublié de mettre les barres au-dessus des X. N'oubliez pas ça, quand vous le revoyez, ici au-dessus du X bar, au-dessus du XT il y a une barre, et au-dessus du T il y a une barre aussi, pour dire que c'est la moyenne des XT et la moyenne des T. Je vous précise donc que je ferai une vidéo sur les moindres carrés ordinaires, donc sur la régression, parce que après on en aura besoin beaucoup plus pour là je l'ai fait vite fait parce qu'on n'a pas besoin énormément, et puis de toute façon les processus TS sur le Forex vous en trouvez pas beaucoup, hein. Si vous voyez des choses comme ça sur le Forex, bonne chance quand même, hein. Enfin je veux dire c'est pas souvent qu'on en voit. On voit beaucoup plus de processus DS, et c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé. De toute façon dans l'approche de la co-intégration, le TS, ben, on s'en sert pas vraiment, quoi. Donc on est obligé d'avoir des DS, et on est obligé de différencier pour avoir un intérêt. Il n'y a pas, on est obligé d'utiliser des DS, voilà. Comme j'ai dit, donc j'espère encore une fois qu'elle vous aura plu, je l'ai répété la troisième fois, et comme je l'ai dit encore une fois, enfin poser des questions, et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre. La prochaine fois, donc comme je l'ai dit, on va faire peut-être MCO, et après on fera les tests de Decay Fuller, donc de manière pratique, est-ce que la série est stationnaire ou pas, à partir d'un échantillon, c'est-à-dire que je vous fournis l'euro-dollar, est-ce que elle est stationnaire? Voilà, sans avoir le modèle théorique, c'est-à-dire qu'on va utiliser la pratique, vraiment. Et c'est un petit peu plus compliqué encore, mais ça vaut vraiment le coup de le faire. Ça s'appelle les tests de non-stationnarité ou de stationnarité, et on verra celui de Decay Fuller simple, parce qu'on va pas rentrer dans les grands détails des processus, enfin des tests, parce que ça risquerait d'être vite compliqué. Voilà. Sur ce, je pense que je ferai la correction du premier exo ce soir, je vous la publierai peut-être demain, et le deuxième demain sûrement. Voilà, et je vous fais une vidéo d'analyse tout à l'heure. Allez, à bientôt.